Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Il est 22 heures, l'heure de votre édition de la seconde partie. La masse et le ministère de la Défense ainsi que l'armée se sont rendus à Garabtizane pour une visite. Autre nouvelle, donc, le Premier ministre somalien annonce le lancement des opérations de forage pétrolier à Galmudug en mai prochain. Et pour terminer à Gaza, l'année qui s'entame sous des mauvais auspices. Bonjour, bonsoir à vous et merci de nous avoir rejoints. Le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barry a annoncé donc les opérations prochaines d'un forage pétrolier situé à Galmudug. Commentaire de Sametar Saïd. Le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a annoncé que les opérations de forage pétrolier débuteront officiellement au mois de mai prochain dans l'état de Galmudug, une étape majeure susceptible de transformer l'économie nationale et de soutenir les efforts de reconstruction du pays. Cette annonce a été faite lors de son discours de clôture du forum annuel de l'Institut Heritage pour les études politiques tenu à Dos-Samareb. Le chef du gouvernement a souligné que l'exploitation des ressources naturelles s'inscrit dans une stratégie nationale visant à stimuler le développement économique tout en préservant l'unité de la souveraineté de la Somalie. Le Premier ministre a précisé que les activités d'exploration et de forage commenceront sur un site spécifique du Galmudug, affirmant que ce projet constitue un pilier central de la vision gouvernementale pour transformer les richesses naturelles en levier de croissance au bénéfice direct des citoyens et des institutions de l'État. Hamza Abdi Barre a décrit le période actuelle comme une phase de profond changement pour la Somalie, marquée par des avancées notables en matière de sécurité, de gouvernance démocratique et de relations diplomatiques. Il a notamment cité la tenue récente d'élections pacifiques et sécurisées dans la capitale comme prévu et de la maturité politique du pays, de la confiance retrouvée de la population. Parallèlement à ces perspectives économiques prometteuses, le Premier ministre a rappelé que les défis humanitaires persistants indiquent qu'environ 4,4 millions de Somaliens sont affectés par une sécheresse sévère. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts d'aide humanitaire tout en avançant les projets stratégiques de développement. Sur le plan politique, il a appelé l'unité au dialogue entre les acteurs politiques somaliens, affirmant que le gouvernement fédéral reste ouvert aux discussions tout en réaffirmant son refus catégorique de toute initiative susceptible de porter atteinte à l'unité nationale ou à la souveraineté du pays. Autre nouvelle de ce pays voisin, des manifestations à Las Anod, dans l'état nord-est du pays. La ville de Las Anod, située donc dans l'état nord-est de la Somalie, a été théâtre de manifestations de grande ampleur, rassemblant des dizaines d'habitants pour protester contre la décision d'Israël de reconnaître la région de Somaliland comme État indépendant. Ces manifestations qui s'inscrivent dans le cadre d'une vague protestation simultanée dans plusieurs villes somaliennes après qu'Israël soit devenu le premier pays à reconnaître officiellement le Somaliland, suscitant un signe d'indignation populaire et officielle à travers tout le pays. Les participants donc de la Anod ont brandi des drapeaux somaliens et scandé des slogans exprimant leur rejet total de cette décision israélienne qu'ils considèrent comme une violation de la souveraineté du pays, ainsi que l'unité de la Somalie et ses actions qui interviennent alors que le gouvernement fédéral et la communauté internationale appellent au respect de l'intégrité territoriale du pays et rejettent toute reconnaissance unilatérale susceptible de déstabiliser le pays. Autre interview, cette fois-ci du ministre de l'Information de la République fédérale de la Somalie sur Al Jazeera. Écoutons Sametar Saïd pour le commentaire. Le ministre de l'Information de la République fédérale de la Somalie, M. Daoud Awais Jama, a fermement dénoncé la reconnaissance par Israël de la région du Somaliland, qualifiant cette démarche de grave atteinte à la stabilité et à la sécurité de la région. Il a affirmé que le gouvernement somalien engagea l'ensemble des leviers diplomatiques pour faire face à ce qu'il décrit comme une reconnaissance catastrophique. Dans une interview accordée à la chaîne Al Jazeera, le ministre a déclaré que la Somalie activera tous les mécanismes diplomatiques disponibles afin de contrer cette décision
décision, soulignant que cette position bénéficie d'un large soutien international. Nous mobiliserons tous les moyens diplomatiques pour faire face à cette reconnaissance israélienne, soi-disant Somaliland, a-t-il affirmé, insistant sur le caractère illégal et dangereux d'une telle initiative. M. Daoud Awais a également souligné que la communauté internationale se tient aux côtés de la Somalie, précisant que le Conseil de sécurité des Nations Unies rejette toute reconnaissance portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays. Il a estimé qu'une telle démarche constitue une violation manifeste du droit international. Le ministre a par ailleurs mis en garde contre les graves conséquences sécuritaires qui pourraient entraîner cette reconnaissance, estimant qu'elle menace non seulement la stabilité de la Somalie, mais également celle de l'ensemble de la Corne de l'Afrique, déjà confrontée à des multiples défis sécuritaires. Il a enfin relevé ce qu'il a qualifié de véritable motivation derrière cette décision, affirmant qu'Israël cherchait à établir une base militaire dans la région du Somaliland et y transférer des forces des populations palestiniennes, ce qui représenterait selon lui une menace sérieuse tant pour la sécurité régionale que pour la cause palestinienne. Pour conclure, le ministre somalien de l'information a exprimé la gratitude de son pays à l'égard des États arabes, africains et à l'ensemble de la communauté internationale pour leur soutien constant à la Somalie, soulignant que cette solidarité témoigne d'une prise de conscience collective face au danger que représente toute atteinte à l'unité, à la souveraineté et à la stabilité du pays. Ainsi, l'Organisation de la coopération islamique a renouvelé son soutien. L'Organisation de la coopération, l'OCI, a renouvelé son soutien ferme à la République fédérale de la Somalie, réaffirmant son attachement à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays à l'issue d'une réunion de son comité exécutif tenue à Jeddah, en Arabie Saoudite. La réunion qui a réuni plusieurs acteurs, organisée au siège du secrétariat général de l'OCI, était consacrée à l'accélération des activités d'organisation ainsi qu'au suivi de la situation politique et sécuritaire dans les États membres, avec un accent particulier sur l'évolution de la situation en Somalie. Les discussions ont porté sur le développement en cours dans le pays islamique et sur le contexte régional, notamment à un moment où on observe un recul des initiatives visant à apporter atteinte à l'unité de la Somalie, en référence à la diminution des démarches liées à toute reconnaissance de l'administration de la Somaliland. S'exprimant au nom du secrétariat général de l'OCI, Hussein Ibrahim Taha, ainsi que le secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques, Youssef Ibn Mohamed, ont souligné donc que l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Somalie sont des principes sacrés et non négociables. Ils ont également donc indiqué que la communauté internationale fait face à des changements rapides et des défis interconnectés, ajoutant que cette réunion intervient à un moment crucial où la Somalie s'est engagée dans la défense et la préservation de sa souveraineté et son unité territoriale. De son côté, le comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique a réaffirmé son soutien au gouvernement de la République fédérale de la Somalie, tout en condamnant ce qui est qualifié d'une tentative de déstabilisation du pays. Au Moyen-Orient, donc, les crimes commis par Israël, ainsi la reconnaissance de la Somalie par l'entité. Les crimes qu'Israël a commis en Moyen-Orient, ainsi que les répercussions de la reconnaissance illégale de la Somalie. Samatar Saïd nous en dit plus. La région du Moyen-Orient de la Corne de l'Afrique traverse une phase de tension aiguë marquée par l'escalade des politiques israéliennes fondée sur l'imposition du fait accompli, la violation du droit international, l'exploitation de foyers de crise, des fins géopolitiques et sécuritaires. Les crimes perpétrés contre le peuple palestinien, conjugués aux agressions répétées contre les pays voisins, s'inscrivent dans une stratégie expansionniste visant à remodeler l'équilibre régional. Cette politique dépasse largement le cadre du conflit palestinien pour constituer une menace directe à la stabilité régionale et à la sécurité internationale. Depuis plusieurs décennies, Israël mène une politique systématique à l'encontre du peuple palestinien, caractérisée par des massacres, la destruction massive d'infrastructures civiles, les déplacements forcés des populations, notamment dans la bande de Gaza. Ces actes incluent le ciblage des civils, des femmes et d'enfants, ainsi que la destruction d'hôpitaux, écoles et lieux cultes constituent une grave violation des droits internationaux humanitaires et des conventions de Genève, assimilables à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Parallèlement, les politiques israéliennes s'étendent au-delà des territoires palestiniens pour toucher d'autres pays de la région à travers des frappes répétées contre le Liban, des attaques sur le territoire syrien, ainsi que des menaces directes visant l'Iran et le Yémen. Ces agissements traduisent avec une volonté manifeste d'imposer une hégémonie régionale par la force en s'appuyant sur une stratégie de déstabilisation systématique des États voisins.
Dans ce contexte, la reconnaissance unilatérale par Israël de la région du Somaliland constitue une violation grave du droit international, à une atteinte directe à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à la République fédérale de la Somalie. Une telle décision est susceptible d'aggraver les tensions dans la Corne de l'Afrique, de compromettre la sécurité maritime en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, et d'ouvrir la voie à de nouveaux foyers d'instabilité régionale. Et nous allons au Yémen cette fois-ci. Les décisions souveraines, un choix nécessaire pour établir la paix et corriger le cap de la coalition. Le président du Conseil présidentiel yéménite, Rachad Al-Almini, a affirmé que les récentes décisions souveraines constituent un choix imposé par les circonstances afin de rétablir la paix et de protéger les civils contre de nouvelles spirales de violence, soulignant que l'État avait épuisé toutes les possibilités d'apaisement avant de prendre ces mesures. Il a également expliqué que les détails répétés accordés pour établir l'ordre dans le gouvernement de l'Est n'ont pas été mis à profit par le Conseil de transition du Sud. Au contraire, selon les informations fiables, ces délais ont été accompagnés par l'envoi de renforts militaires supplémentaires vers le gouvernorat de Al-Moudouk et de Al-Mara, ainsi que l'arrivée des cargaisons d'armement en provenance des sources extérieures, ce qui constituait une menace directe pour la sécurité et la stabilité. Le docteur Al-Mini a également précisé que les mesures prises l'ont été en étroite coordination avec la direction de la coalition de soutien en légitimité, soulignant qu'elle vise à protéger les institutions de l'État et à empêcher toute tentative d'imposer une réalité militaire en dehors du cadre de légitimité constitutionnelle. Il a également mis en garde contre toute tentative de contournement et remise en cause de ces décisions. Par ailleurs, le président du Conseil présidentiel a mis en avant le caractère stratégique du partenariat avec le Royaume d'Arabie Saoudite, le qualifiant de responsabilité nationale et d'engagement commun pour préserver l'unité, la sécurité et la stabilité du Yémen. Il a également indiqué que la décision de mettre fin à la présence militaire émirati dans certaines zones s'inscrivait dans le cadre d'une recorrection. Et là, nous revenons au pays avec un élan de proximité effectué par la ministre des Solidarités ainsi que le ministre de la Défense, également le général de corps, le général d'armée Zakaria Ibrahim. Ainsi donc se sont déplacés à Garabtissan. Samtar Saïd nous en dit plus. Dans un élan de proximité, de solidarité, d'engagement au service des populations, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, son Excellence, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdou, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Ibrahim, sont rendus à Garabtissan, dans la région de Tadjoura, pour une visite de terrain à forte portée humaine, sociale et sécuritaire. Cette mission, conduite sous la forme d'une véritable caravane civilo-militaire, s'inscrit dans la volonté des plus hautes autorités de l'État de maintenir un lien direct et permanent avec les populations, notamment dans les zones éloignées. La délégation était composée de hauts responsables civils et militaires, parmi lesquels le colonel-major Ali Shahem Daoud, le chef de corps du régiment interarmé de Tadjoura, ainsi que le colonel Ibrahim Zakaria Cheikh Ibrahim, directeur général des relations internationales. À leur arrivée, les autorités ont été accueillies avec chaleur et ferveur. À la population de Garabtissan, un dialogue franc et constructif s'est engagé avec les gages et les sages coutumiers, les notables locaux, portant à la fois sur les questions de sécurité, cohésion sociale et de priorité de développement du secteur. Ces échanges ont permis d'écouter les préoccupations des habitants, de réaffirmer l'engagement de l'État et y répondre de manière concrète et durable. Place sous le signe de la solidarité active, la caravane a également intégré une équipe médicale composée de médecins, infirmiers qui ont assuré une consultation gratuite et apporté une assistance sanitaire directe aux habitants. Par ailleurs, une distribution de denrées alimentaires a été organisée au profit des familles les plus vulnérables, traduisant la dimension sociale forte de cette initiative.
l'issue de ce déplacement, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, s'est dit ravi d'être à Garabtissane et sous l'impulsion du chef de l'État, ces visites de proximité se poursuivront. On l'écoute. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé en ma personne ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Nous sommes réunis ici aujourd'hui suite aux instructions de son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Mergueli, et je vous transmets à cette occasion ses salutations et ses orientations. Vous nous avez sollicités afin d'exprimer vos besoins. Une partie de ces demandes vous avez déjà été remis. Aujourd'hui, Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, et le reste vous sera envoyé dans les prochains jours. Nous sommes actuellement dans le mois béni de Rajab et prochainement nous entrerons dans le mois sacré du Ramadan. À cette occasion, je vous transmets le vœu de bonne année, de bénédiction pour le mois de Rajab que son Excellence le Président de la République m'a chargé de vous adresser. C'est donc conformément aux instructions du Président de la République que nous sommes parmi vous aujourd'hui afin d'écouter attentivement vos doléances et de travailler à leur réalisation dans les meilleurs délais. Nous avons promis de revenir et aujourd'hui nous sommes au rendez-vous. Le ministre de l'Éducation devrait nous accompagner, mais malheureusement, il a été appelé à se rendre à Bouya. Toutefois, il tient à vous assurer que dès la prochaine rentrée scolaire, il dotera l'école des équipements nécessaires. Ainsi, dans le cadre de cette visite, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulfa Smaïl Abdo, s'est entretenue dans cette localité avec les locales et les sages du pays. Durant cette rencontre avec les femmes de la région de Garabtissane, la ministre a indiqué agir sous instruction de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, en vue d'aller à la rencontre des femmes et de les soutenir dans les domaines afin de les aider à relever les défis auxquels elles sont confrontées. Les femmes ont exprimé à leur tour leurs préoccupations auxquelles la ministre a apporté une réponse favorable en leur apportant un accompagnement concret et une promesse de remplir donc les doléances. Elle a notamment donc annoncé la mise à disposition dans un local avec injection d'un montant d'1 million de francs Djibouti dans les caisses de solidarité, une initiative destinée à renforcer l'autonomisation des femmes. Dans son intervention auprès de la communauté des femmes, la ministre de la Solidarité a donc par ailleurs décliné une série d'engagements forts traduisant la mise en place d'un local effectif pour les femmes et leur optimisation. Un engagement qui porte notamment la mise en place de la caisse de solidarité dotée d'1 million, l'élargissement des filets sociaux afin de couvrir chaque ménage de cette localité de Garabtissane. Et dans le cadre de ces efforts visant à renforcer les valeurs religieuses, à promouvoir la conscience sociétale, le Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes et du bien Warf a organisé ce jeudi soir une importante conférence religieuse intitulée « Le modèle et son impact sur la vie et la société ». L'événement s'est tenu sur le terrain de football de quartier de Belbela 11-2 en présence d'un large public témoignant de l'intérêt croissant des citoyens pour ce type d'initiative porteuse de sens. Organisée en collaboration avec le comité du mosquée, la conférence a réuni plusieurs participants issus de toutes les couches de la société, hommes, femmes et jeunes, donc ont répondu massivement à l'appel dans une atmosphère spirituelle et empreinte de recueillement, désireux de bénéficier des enseignements éducatifs et moraux dispensés à cette occasion. Les intervenants donc ont souligné que la noblesse du comportement et la droiture morale constituent des piliers essentiels dans la stabilité de la société. Ils ont également mis en garde contre tout danger et des mauvais traitements, ainsi que les mauvais modèles à prodiguer donc aux plus jeunes. La conférence a largement salué les participants ainsi qui ont donc exprimé leur satisfaction face à ce type d'initiative constructive ayant appelé à se multiplier dans les prochains jours. Il convient enfin de rappeler que l'organisation de cette conférence coïncide également donc avec la nouvelle année. Et toujours en nouvelles du pays, mais notamment à Arta, les jeunes de la localité d'Arta ont organisé une cérémonie de mobilisation pour exprimer leur soutien au président de la République, Ismaël Mergueli, en perspective de l'élection présidentielle de 2026. L'événement qui a rassemblé une assistance nombreuse et diversifiée, illustrant l'engagement des différentes générations autour de la vision des actions du chef de l'État.
La cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités officielles, notamment le ministre de l'Énergie, Younes Ali Guedi, de l'honorable Omar Waberi Malo, ainsi que du président du conseil régional. Les participations donc ont donné ce relief particulier à cette mobilisation, renforcer le message de l'unité, de la solidarité autour du candidat Ismaël Mar Guelleh. Les militants et sympathisants du Rassemblement populaire pour le progrès ont également marqué leur présence, traduisant l'adhésion de la jeunesse d'Arta au projet politique du président. Les interventions ont permis de rappeler les réalisations accomplies au cours des dernières années. shanteena degmo dalku kala baxay gobolkii u dambeeyay ee u da'yaraa ismaaciil degmadaadi weeyaan u tiirso cartiyo dameer joog waa deegaankii lagugu magac daraye shanteena degmo dalku kala baxay gobolkii u dambeeyay ee u da'yaraa ismaaciil degmadaadi weeyaan u tiirso cartiyo dameer joog waa deegaankii lagugu magac daraye Autre mobilisation à Quartier 5 dans Djibouti-Ville. Ils étaient plusieurs centaines de jeunes à converger vers le CDC de Quartier 5, une marée humaine diverse et déterminée à répondre à un même appel, celui de renouvellement de la confiance et de l'engagement. Dans l'enceinte du centre de développement communautaire transformé pour l'occasion en temple de la démocratie participative, ce n'était pas un simple rassemblement, c'était un acte politique fort. Une cérémonie presque sacrée, scellant ainsi à nouveau le pacte qui unit le peuple à son numéro 1, le président de la République, son Excellence Ismaël Mar Guelleh. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle 2026, ce quartier a montré de manière organique et profonde la vitalité de cette adhésion. La présence de plusieurs visages familiers de l'État en action, leur présence a incarné mieux tous les discours, la chaîne de confiance interrompue qui relie le sommet de l'État à chaque citoyen, à chaque famille. Les orateurs se sont donc succédés portant un message unique, la vision du chef de l'État traduite en réalisation concrète. Ici, point d'éloge, creux. Puis le parole a été cédé sur place à des mélodies, la politique qui s'est faite
en poésie et en danse. Le meeting est devenu une fête, une communion. Les mains ont battu la mesure, les voix se sont élevées, unies dans des refrains célébrant donc la paix, le travail acharné et l'amour du pays. Et on part pour l'ICB, pour la Fédération de l'athlétisme qui a organisé vendredi dernier au grand stade d'LICB les épreuves de qualification des athlètes djiboutiens en vue d'un meeting international d'athlétisme de Djibouti prévu le 27 mars 2026 prochain au stade Goulet à Djibouti-Ville. Ces 2 derniers jours de compétition réunissent les meilleurs athlètes nationaux venus défendre leurs chances de qualification à ce rendez-vous sportif majeur. L'objectif de cette fédération est de sélectionner les athlètes sur la base de leurs performances réelles, sur un esprit de mérite et de compétitivité. Au-delà de la sélection, les épreuves servent également d'outils et d'évaluation technique permettant d'identifier les points à améliorer, notamment en manière de vitesse, d'endurance et de préparation musculaire. Les résultats obtenus permettront d'ajuster le programme d'entraînement afin d'optimiser leur préparation aux prochaines sélections. Et nous passons aux nouvelles hors de nos frontières, notamment au Moyen-Orient. À l'aube de l'année 2026, la bande de Gaza est plongée dans la détresse humanitaire profonde, sans espoir ni célébration pour des milliers de familles palestiniennes. Confrontées au déplacement, à la destruction et à une incertitude permanente, après plus de 2 ans de violences continues, de nombreuses familles survivent encore donc sous des tentes de fortune et dans des habitations gravement endommagées, luttant chaque jour pour satisfaire des besoins élémentaires tels qu'un abri simple, la chaleur, la protection de leurs enfants. L'épuisement physique et psychologique est généralisé au sein de la population meurtrie par un conflit prolongé qui a laissé des quartiers entiers en ruine et des infrastructures essentielles largement détruites. Dans un contexte de misère et de précarité, l'arrivée de la nouvelle année se présente pas un nouveau départ pour les habitants de la bande de Gaza, mais simplement un jour de plus dans la lutte quotidienne pour la survie marquée par la souffrance et l'absence de perspectives claires. Et ce sera tout. Nous refermons sur cette information. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti et merci à l'équipe de la régie.